Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour votre journal Afrique. Au sommaire ce soir, Brazzaville sous haute surveillance au lendemain des combats dans les quartiers sud. La police encercle ce soir le domicile du général Mokoko. Nous serons à Brazzaville dès le début de ce journal. Quelle stratégie pour l'opposition en vue de la présidentielle en RDC? Le calendrier électoral est toujours attendu. Invité de ce journal, Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et puis dans 5 jours, la présidentielle au Tchad. Pour la première fois, le président Déby fait face à une forte contestation de la rue. On va en parler avec Élise Colette du magazine Jeune Afrique. Bienvenue. Bonsoir. La tension monte à Brazzaville 3 semaines après l'élection présidentielle. L'armée congolaise a pris position aujourd'hui dans les quartiers sud de la capitale. Le gouvernement dit mener une enquête pour déterminer s'il y a un lien entre les combats de lundi et les candidats de l'opposition qui contestent la victoire de Denis Sassou Nguesso. Notre équipe s'est rendue aujourd'hui dans le quartier de Makongo. C'est un reportage d'Alain Chungou et Mévalo. Ils sont des centaines sur le parvis de l'église de Mungali au nord de la capitale. En majorité, des femmes et des enfants. Tous ont fui les quartiers sud par peur de nouveaux affrontements et ont dormi ici, à la Belle Étoile. C'est ça que vous appelez la Belle Étoile? Alors je suis désolé. Pour un pays, soi-disant un pays démocratique. Et aujourd'hui, tout le monde, la majorité, le gouvernement dit que nous sommes dans un pays démocratique. Ce matin, certains, peu, ont décidé de rentrer chez eux. À Makongo, un des quartiers dans le collimateur du pouvoir, le seul endroit un peu animé, c'est la place du marché. On ne peut pas dire que la population peut revenir aujourd'hui, parce que c'est incertain de le dire. Il y a pas mal de gens qui ne veulent même pas revenir parce qu'ils ont peur. Ça peut ou ne pas marcher ce soir. Il peut arriver qu'on puisse encore entendre des coups de tir. Officiellement, la situation est maîtrisée, mais à Makongo, les rues sont quasi désertes et la plupart des maisons fermées. On n'arrive pas à comprendre exactement ce qui s'est passé ici. Si le gouvernement pense que c'est des ninjas, bon, moi je dirais ça c'est une mascarade, parce que c'est pas des ninjas. Les ninjas, généralement, on les connaissait. Mascarade ou pas, militaires et policiers ont été déployés aux principaux points stratégiques de la ville. Aujourd'hui, c'est quand même un peu bien, mais ce qui nous dérange un peu, vraiment, on est trop embêtés aussi par les policiers, parce qu'on nous ravit les téléphones, on nous ravit l'argent. Dès que tu passes, surtout au pont du Djouela, dès que tu passes, ils sont là seulement pour fouiller les gens, pour ravir les trucs, pour prendre les trucs. Les autorités n'ont encore fourni aucun bilan humain des affrontements. Pourtant, des tirs à l'arme lourde ont été entendus. L'opposant Guy Brice Parfait Kolela condamne ces violences et exige une enquête impartiale pour faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé. Et ce soir, le domicile du général Mokoko, arrivé 3e à la présidentielle, est cerné par les forces de l'ordre à Brazzaville. Nous avons joint par téléphone le général à la mi-journée. Son témoignage est sur la page Facebook du journal Afrique. Merci d'être avec nous, Vital Kamerhe. Vous êtes président de l'Union pour la nation congolaise, l'un des principaux chefs de l'opposition. On va parler bien sûr de la présidentielle en RDC, mais un mot d'abord sur Brazzaville, si vous le voulez bien. Quel regard portez-vous sur les événements qui se déroulent? Non, c'est regrettable. Moi, j'ai comme l'impression que les autorités du Congo-Brazzaville ne se sont pas donné rendez-vous avec l'histoire. Ils devaient se rappeler que, à l'occasion des affrontements entre le président Denis Sassou Nguesso, qui était à ce moment-là considéré comme la victime, et le président Lissouba, qui était sortant, il y a eu énormément de morts et de casses inutiles. Nous pensions que ces heures sombres étaient restées derrière nous. Et moi, je ne peux pas comprendre qu'on puisse aller encercler le domicile d'un candidat qui a concouru à l'élection présidentielle. Nous sommes en train de tuer la démocratie. Il y a eu élection au Sénégal, on n'a pas vu les militaires sortir, aller malmener ceux qui ont perdu. Il y a eu des élections partout ailleurs. Ce que je peux dire au président Denis Sassou Nguesso, qui est un sage africain, comme on a l'habitude de le dire, c'est de se ressaisir et de comprendre qu'il n'y a aucune arme qui peut vaincre la volonté d'un peuple qui est déterminé à prendre son destin entre ses mains. Et que le mandat qu'il vient d'avoir, je ne sais pas comment ça va se passer, qu'il puisse préparer tranquillement son départ. Et je pense que ça sera pour le bien des peuples congolais de Brazzaville et ça sera pour le bien de toute l'Afrique et nous allons lui en être reconnaissants.
Alors parlons de la RDC. En ce moment, vous vous préparez pour la présidentielle. Il y a une semaine, le G7, l'opposition de 7 partis dissidents de la majorité, a désigné son candidat, Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga. Est-ce que vous appuyez cette candidature? Je ne suis pas du G7, madame. Non, Je respecte les choix de chaque groupement politique et de chaque parti politique. C'est la démocratie, je ne suis pas du G7. Nous, dans l'opposition, nous avons convenu et nous avons scellé même une alliance avec les forces vives, c'est-à-dire la société civile, la Gorée, pour créer ce que nous avons appelé le Front citoyen. Et nous avons dit que notre combat, le premier, c'est l'intérêt général du peuple congolais. Nous devons vaincre le combat de la démocratie. On ne peut plus reculer. Mais où en sont les discussions autour d'une candidature unique? Je voudrais d'abord terminer pour dire que pour nous, le premier combat d'abord, c'est d'obtenir que nous ayons les élections dans les délais constitutionnels sans toucher à la Constitution pour une alternance apaisée. Maintenant, la question de la désignation de la candidature unique, nous avions tous convenu que cette question viendrait après que nous ayons gagné la bataille d'obtenir un calendrier électoral. C'est comme un chasseur qui va à la chasse et qui commence déjà à partager les gibiers qu'il n'a pas encore abattus. Donc nous devons d'abord être sûrs que nous avons suffisamment fait de pression sur Kabila et son pouvoir. Nous avons suffisamment mobilisé les jeunes et les femmes et le peuple congolais lui dire que le destin, c'est entre vos mains et qu'il n'y a personne qui va vous vaincre si vous êtes déterminé. Mais puisque et le nous G7 allons le faire. a désigné son candidat, est-ce que vous appuyez cette candidature ou est-ce que vous serez vous-même candidat de l'opposition? Je demande aux amis des G7 de se ressaisir pour qu'ensemble nous puissions encore respecter les calendriers qui nous sont fixés. C'est lui d'abord d'obtenir le combat pour gagner la bataille de la démocratie. Après, nous parlerons de la candidature unique. Je respecte leur choix, mais ce n'est pas le moment de dire si on soutient ou on ne soutient pas. Il y aura des candidats de toutes les autres formations politiques, certainement. C'est la démocratie. Mon parti et la coalition à laquelle j'appartiens, s'ils en décident ainsi, il n'y aura pas de problème. Mais j'ai déjà été candidat, madame, souvenez-vous, en 2011, et je suis arrivé 3e. Mais pour le moment, je préfère privilégier l'intérêt général et ne pas donner la possibilité au président Kabila de nous diviser. Parce que si nous commençons les querelles et les discussions autour des individus, nous allons oublier le combat principal qui est celui de bousculer ce pouvoir qui veut se maintenir par la force. Merci, Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise. C'est moi qui vous remercie, madame. D'une élection à l'autre, on passe au Tchad maintenant. Dans 5 jours, la présidentielle. Et ce mardi, un 5e militant de la société civile a été arrêté. Il s'agit d'Albissati Saleh Al-Azam qui dirige le mouvement Ça suffit. Il avait appelé à une marche pacifique interdite par le pouvoir. C'est sans doute la nouveauté de cette campagne. Élise Colette, bonsoir. Pour la première fois, Idriss Déby fait face à une très forte contestation de la rue. Oui, tout à fait. On pourrait dire que Idriss Déby, après 4 scrutins déjà remportés très largement, quasi tous d'ailleurs dès le premier tour, pour cette 5e fois a dû un petit peu remettre les habits de candidat, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Il a une telle aura. Il a dû faire campagne. Voilà, il a dû un petit peu retourner sur le terrain et aller voir les gens parce que le Tchad de 2016 n'est pas celui de 2011, encore moins celui de 2006. Et les opposants ne sont pas que des potentats locaux ou des personnalités de l'opposition traditionnelle. La véritable opposition de Déby cette année, c'est vraiment son peuple qui est descendu dans la rue à de multiples reprises, qui a fait la grève et qui s'est exprimé effectivement assez bruyamment, comme on a pu le voir d'ailleurs dans d'autres régions, enfin dans d'autres parties de la région, notamment en Afrique de l'Ouest, une société civile qui s'exprime de plus en plus. Et cette contestation, elle aura un impact sur la présidentielle de dimanche? C'est difficile à dire. En tout cas, on voit la fébrilité des autorités, avec toutes les arrestations qui ont eu lieu, une forme de cohésion aussi de la société civile et des syndicats. Les appels à la grève des syndicats ont été très suivis. Une forme de frustration qui s'est exprimée. Vous avez vu dans l'affaire de la jeune Zouhoura qui a été violée par des fils de dignitaires, qui a extrêmement secoué les Tchadiens, qui se sont beaucoup exprimés.
On peut pas encore savoir si l'opposition, la société civile va vraiment perturber le scrutin ou changer la donne. C'est difficile de le dire avant ce dimanche. Il y a un candidat dans l'opposition qui peut battre Idriss Déby. Il y a 2 candidats qui se démarquent parce que ils vont au-delà de leurs fiefs régionaux. Celui qu'on connaît bien, c'est les Kebzabo. Et puis, hein. Oui, voilà, c'est ça. Et Joseph Djimrangar, qui est aussi a réussi une belle campagne avec un nouveau parti. Donc ces deux-là sont assez importants aujourd'hui dans la campagne, mais reste à savoir s'ils vont réussir à passer le premier tour, parce que depuis les derniers scrutins, ils n'ont pas réussi à faire. Et difficile aussi de connaître leur poids, puisque lors des 2 dernières présidentielles, l'opposition a boycotté. Donc aujourd'hui, on est vraiment un petit peu dans le flou au Tchad pour mesurer l'impact des opposants à Idriss Déby. Eh ben, rendez-vous dimanche à la sortie des bureaux de vote. Merci Élise Colette, rédactrice en chef de JeuneAfrique.com. Merci. Au Gabon, c'est officiel, Guy Zouba Dama est candidat à la présidentielle. L'ancien président de l'Assemblée nationale l'a annoncé à ses sympathisants aujourd'hui à Libreville. Zouba Dama, 70 ans, dit vouloir se mettre à l'écart du Parti démocratique au pouvoir. Lors de la présidentielle prévue en août, il affrontera le président Bongo qui lui brigue un 2e mandat. Roch Kaboré est en France. Le président burkinabé a été reçu à l'Élysée par François Hollande aujourd'hui à l'occasion de sa première visite officielle à Paris. Au programme, la lutte contre le terrorisme. La France s'appelle à une coopération exemplaire. Le Burkina Faso demande à Paris de maintenir son soutien. On écoute le chef de l'État burkinabé. Au plan régional, nous avons décidé de mutualiser nos moyens, aussi bien militaires que les moyens de renseignement, afin de ne pas permettre aux terroristes de pouvoir se déployer comme ils le veulent. Et à cette hâte-là, nous avons demandé à la France de pouvoir continuer à travers la formation, à travers également des possibilités de nous appuyer dans des équipements pour nos forces spéciales, de pouvoir continuer à mener cette action qui est une action maintenant internationale contre le terrorisme. Le Burkina Faso confronté à une crise inédite à sa frontière avec la Côte d'Ivoire. Il y a 2 semaines à Bouna, côté ivoirien, des incidents violents ont opposé des éleveurs et des agriculteurs. 27 personnes ont été tuées, des milliers d'autres ont fui. Un reportage à Batié, côté burkinabé de Ludivine Napieps et Mévalo. C'est ici, dans l'enceinte de la Maison des Jeunes, que les déplacés sont accueillis. En majorité, des femmes et des enfants. Les hommes sont restés à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso avec les troupeaux. Structures publiques et ONG fournissent vivres et biens de première nécessité, mais le traumatisme est profond. Ça a commencé vendredi au petit matin. On était à la maison, j'ai envoyé un de mes enfants chercher du café. Il est revenu en s'écriant « Maman, le village est en feu !» Les cases des peuls brûlaient. À ma grande surprise, nous avons entendu des coups de feu. Les Dozo Lobby tiraient sur les gens. 4 personnes sont mortes par balle, une femme, son mari et leurs enfants. 2 autres enfants sont morts brûlés dans leurs cases. Les affrontements entre éleveurs Peul et agriculteurs Lobby à Bouna ont fait 27 morts et une 50aine de blessés. Alors beaucoup ici ne veulent pas rentrer. D'autant que s'ils vivent du côté ivoirien du pays Lobby, les Peuls déplacés à Batié sont en majorité de nationalité burkinabé. Sur les 704 personnes recensées, plus de la moitié vivent désormais dans leur famille ou chez des amis qu'ils ont ici. Il y a un comité national chargé de cette question. Et si la situation n'est pas sécurisée de leur côté, je crois que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour voir comment les personnes déplacées à notre niveau pourront être réhabilitées. Pour vendre leurs bêtes, les éleveurs sont obligés de se rendre aux Côte d'Ivoire, une zone qu'ils préfèrent désormais éviter car trop dangereuse. Ils exigent que des mesures soient prises pour pouvoir travailler en toute sécurité. Il faut trouver une solution. L'État burkinabé doit nous aider. On est en train de se regrouper en coopérative d'éleveurs. Nous voulons des enclos, un barrage et la création d'un marché au bétail. Depuis les sanglants affrontements, plus de 2000 déplacés ont trouvé refuge au Burkina, où des tensions existent aussi entre les 2 ethnies. Les agriculteurs Lobby reprochent aux Peuls de laisser leurs troupeaux saccager leurs terres. Les Peuls, eux, accusent les Lobby de voler leurs bêtes. Seul point d'accord, l'inertie des autorités.
Au Mali, le retour de l'état d'urgence. Le gouvernement réinstaure pour 10 jours cette mesure d'exception arrivée à échéance le 31 mars. La décision a été prise hier lors d'un conseil extraordinaire des ministres face aux menaces qui pèsent sur la sécurité du pays. Au Nigeria, les habitants de Chibok demandent la reconstruction du lycée de Chibok. Il y a 2 ans, près de 300 jeunes filles avaient été kidnappées par Boko Haram et la ville n'a toujours pas de lycée. Un reportage Anaïd Merayan et Phil Hazelwood. Des ruines, c'est tout ce qu'il reste du lycée de Chibok après le passage de Boko Haram il y a 2 ans. Peu avant les élections, l'année dernière, l'ancien président Goodluck Jonathan avait promis la reconstruction du bâtiment. Mais à part quelques piles de parpaings, aucun signe de chantier. Les habitants sont en colère. Il faut simplement que nos enfants, notre population, puissent continuer leurs études. Mais depuis 2 ans, il n'y a ni école ni enseignement à Chibok. Les habitants ont demandé au gouvernement l'ouverture d'une autre école publique, en vain. Boko Haram a gagné, eux qui disent qu'ils ne veulent pas d'éducation à l'occidentale. L'instituteur s'indigne d'autant plus que des écoles ont déjà rouvert dans les localités voisines touchées par les incursions des islamistes. La population de Chibok se sent abandonnée. Pourtant, les parents des lycéennes enlevées il y a presque 2 ans n'ont pas complètement perdu espoir. La contre-offensive de l'armée nigériane a permis d'affaiblir les insurgés islamistes dans la région et des miliciens engagés dans la lutte contre Boko Haram patrouillent dans la petite ville. Quand je verrai ma fille revenir, mon cœur s'emplira de joie. Tous les petits mots et autres contrariétés disparaîtront et je serai vraiment heureux. Le 14 avril, date anniversaire de l'enlèvement de plus de 200 lycéennes par Boko Haram, Yawale se recueillera dans l'école. Et avec d'autres parents, il priera pour le retour de leur fille. La Cour pénale internationale abandonne les poursuites contre William Ruto. Après 2 ans et demi de procédure, les juges de la CPI estiment ne pas avoir de preuves suffisantes. Le vice-président du Kenya a été poursuivi pour meurtre, persécution et déportation durant les violences post-électorales de décembre 2007. La crise avait fait 1300 morts et 600 000 déplacés. En Afrique du Sud, Jacob Zuma échappe à une nouvelle procédure de destitution. Le Parlement a rejeté aujourd'hui la requête de l'opposition. La procédure avait été lancée il y a une semaine après que la Cour constitutionnelle eut accusé le président d'avoir violé la Constitution en finançant les travaux de sa résidence privée avec des fonds publics. Voilà, je lance un appel à vos témoignages avant de vous quitter. Dans notre chronique, on en parle demain soir, mercredi. On va s'intéresser à la polémique autour des parcs nationaux. Alors que de plus en plus de sites naturels sont menacés, faut-il mieux encadrer l'activité humaine? Nous attendons vos commentaires et vos questions sur notre page Facebook et on en parle demain soir. Voilà, vous pouvez retrouver cette édition sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Merci de votre confiance. À demain.